Il existe des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir, car quelque chose attend toujours de l'autre côté. Voici 3 histoires terrifiantes de Howard Phillips Lovecraft. Le témoignage de Randolph Carter de Howard Phillips Lovecraft. Je vous le répète, messieurs, votre interrogatoire est vain. Gardez-moi ici pour toujours, si vous le souhaitez. Enfermez-moi, exécutez-moi même, s'il vous faut une victime à sacrifier à cette illusion que vous appelez la justice. Mais je ne puis rien ajouter à ce que j'ai déjà dit. Tout ce dont je suis capable de me souvenir, je vous l'ai rapporté avec une entière sincérité. Je n'ai rien déformé, rien dissimulé. Et si certains points demeurent obscurs, c'est uniquement à cause du sombre nuage qui s'est abattu sur mon esprit. Ce nuage est la nature indistincte des horreurs qui l'y ont fait naître. Je le répète encore, j'ignore ce qu'est devenu Harley Warren. Pourtant, je crois, j'espère presque, qu'il repose dans un paisible oubli, s'il existe quelque part une chose aussi bienheureuse. Il est vrai que j'ai été durant 5 années son ami le plus proche et que j'ai partagé, dans une certaine mesure, ses terribles recherches sur l'inconnu. Je ne nierai pas, bien que ma mémoire soit incertaine et confuse, que votre témoin ait pu nous voir ensemble, comme il l'affirme, sur la route de Gainesville, marchant vers le marais de Big Cypress à 11h30 au cours de cette effroyable nuit. Je puis même confirmer que nous portions des lanternes électriques, des pelles et une étrange bobine de fil reliée à divers appareils, car toutes ces choses jouèrent un rôle dans l'unique scène hideuse qui demeure gravée au fer rouge dans mes souvenirs ébranlés. Mais quant à ce qui suivit, et à la raison pour laquelle on me retrouva seul et hébété au bord du marais le lendemain matin, je maintiens que je n'en sais rien au-delà de ce que je vous ai déjà répété tant de fois. Vous m'assurez qu'il n'existe, dans le marais ni dans ses environs, aucun lieu susceptible d'avoir servi de décor à cet épouvantable épisode. Je vous réponds que je ne sais rien de plus que ce que j'ai vu. Ce fut peut-être une vision ou un cauchemar, et je prie ardemment pour qu'il ne se soit agi que de cela, mais c'est tout ce que mon esprit a conservé de ces heures atroces, après que nous eûmes quitté le regard des hommes. Quant à savoir pourquoi Harley Warren ne revint jamais, lui seul pourrait le dire. Lui, son ombre, ou quelque chose d'innommable qu'il m'est impossible de décrire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les étranges études de Harley Warren m'étaient bien connues, et j'en partageais certaines. Dans son immense collection de livres rares et singuliers consacrés à des sujets interdits, j'ai lu tous ceux qui étaient écrits dans les langues que je maîtrise. Mais ils étaient peu nombreux en comparaison de ceux dont je ne pouvais comprendre le langage. La plupart, je crois, étaient en arabe, et le livre inspiré par quelques démons qui précipita la fin, celui que Warren emporta dans sa poche hors de ce monde, était couvert de caractères dont je n'ai jamais vu ailleurs le moindre équivalent. Warren ne voulut jamais me révéler exactement ce que contenait cet ouvrage. Quant à la nature de nos recherches, dois-je répéter que je ne suis plus capable de les comprendre pleinement. Il me semble presque miséricordieux qu'il en soit ainsi, car ces études étaient terribles, et je les poursuivais davantage par une fascination réticente que par véritable inclination. Warren exerçait toujours son ascendant sur moi, et il m'arrivait parfois de le craindre. Je me rappelle le frisson qui me parcourut en voyant son expression, la veille de l'effroyable événement, tandis qu'il exposait sans relâche sa théorie sur la raison pour laquelle certains cadavres ne se décomposent jamais, mais demeurent fermes et charnus dans leur tombe pendant 1000 ans. Pourtant, je ne le crains plus aujourd'hui, car je soupçonne qu'il a connu des horreurs qui dépassent mon entendement. À présent, c'est pour lui que j'ai peur. Une fois encore, j'affirme ne plus avoir la moindre idée précise du but que nous poursuivions cette nuit-là. Il avait certainement un rapport étroit avec quelque chose qui figurait dans le livre emporté par Warren, cet antique ouvrage au caractère indéchiffrable, venu d'Inde 1 mois auparavant. Mais je jure que j'ignore ce que nous espérions découvrir. Votre témoin affirme nous avoir vus à 11h30 sur la route de Gainesville,
en direction du marais de Big Cypress. Cela est probablement vrai, mais je n'en conserve aucun souvenir distinct. Une seule scène demeure brûlée dans mon âme, et l'heure devait être bien avancée au-delà de minuit, car un mince croissant de lune décroissante se tenait haut dans les cieux chargé de vapeur. L'endroit était un cimetière très ancien, si ancien que je tremblais devant les innombrables marques laissées par des âges immémoriaux. Il occupait le fond d'une cuvette profonde et humide, envahie par de hautes herbes, de la mousse et d'étranges plantes rampantes, et saturé d'une vague puanteur que mon imagination désœuvrée associait absurdement à de la pierre en putréfaction. Partout s'étalaient les signes de l'abandon et de la décrépitude, et je ne pouvais me défaire de l'impression que Warren et moi étions les premiers êtres vivants à troubler un silence mortel vieux de plusieurs siècles. Au-dessus du rebord de la vallée, un croissant de lune blafard et décroissant épiait à travers les vapeurs malsaines qui paraissaient s'exhaler de catacombes insoupçonnées. Sous ces rayons faibles et vacillants, je distinguais une répugnante succession de dalles antiques, d'urnes, de cénotaphes et de façades de mausolées, tous croulants, couverts de mousse, tachés d'humidité et en partie dissimulés par la prolifération épaisse d'une végétation maladive. Le premier souvenir net que je conserve de ma présence dans cette terrible nécropole est celui de Warren et moi nous arrêtant devant un tombeau à demi effacé, puis déposant à terre plusieurs charges que nous semblions avoir transportées jusque-là. Je remarquai alors que j'avais avec moi une lanterne électrique et 2 pelles, tandis que mon compagnon portait une lanterne semblable ainsi qu'un appareil téléphonique portatif. Aucun mot ne fut prononcé, car le lieu et la tâche nous paraissaient familiers. Sans perdre un instant, nous saisîmes nos pelles et commençâmes à dégager l'herbe, les plantes rampantes et la terre accumulée sur l'antique sépulture horizontale. Lorsque toute sa surface fut découverte, elle se composait de 3 immenses dalles de granit, nous reculâmes de quelques pas pour examiner ce décor de charnier, tandis que Warren semblait se livrer à certains calculs mentaux. Puis il revint vers le tombeau et, se servant de sa pelle comme d'un levier, tenta de soulever la dalle située le plus près d'une ruine de pierre qui avait peut-être été autrefois un monument. Il n'y parvint pas et me fit signe de venir l'aider. Enfin, nos forces réunies réussirent à desceller la pierre que nous soulevâmes avant de la faire basculer sur le côté. Le déplacement de la dalle révéla une ouverture noire d'où jaillit une bouffée de gaz pestilentiel et si écœurant que nous reculâmes avec horreur. Après un moment, cependant, nous nous approchâmes de nouveau de la fosse et constatâmes que les émanations étaient devenues moins insupportables. Nos lanternes éclairèrent le sommet d'un escalier de pierre ruisselant d'un abominable ichor venu des entrailles de la terre, entre 2 murs humides incrustés de salpêtre. C'est alors que, pour la première fois, ma mémoire enregistre des paroles. Warren s'adressa longuement à moi de sa douce voix de ténor, une voix étrangement paisible malgré l'effroyable décor qui nous entourait. « Je suis désolé de devoir te demander de rester à la surface, » dit-il, « mais ce serait un crime de laisser descendre là-dessous quelqu'un dont les nerfs sont aussi fragiles que les tiens. Même après tout ce que tu as lu et tout ce que je t'ai raconté, tu ne peux imaginer les choses qu'il va me falloir voir et accomplir. C'est un travail démoniaque, Carter, et je doute qu'un homme dépourvu de nerfs cuirassés puisse aller jusqu'au bout, puis remonter vivant et sain d'esprit. Je ne cherche pas à t'offenser, et Dieu sait que je serais heureux de t'avoir à mes côtés. Mais la responsabilité m'appartient dans une certaine mesure, et je ne peux entraîner un paquet de nerfs comme toi vers la mort ou la folie, selon toute vraisemblance. Je te le répète, tu ne peux pas imaginer ce qu'est réellement cette chose. Mais je te promets de te tenir informé par téléphone de chacun de mes gestes. Tu vois,
J'ai assez de fil pour descendre jusqu'au centre de la Terre et en revenir. J'entends encore dans ma mémoire ces paroles prononcées avec un calme parfait, et je me rappelle tout aussi clairement mes protestations. J'étais désespérément résolu à accompagner mon ami dans ces profondeurs sépulcrales, mais il demeura inflexible. À un moment, il menaça même d'abandonner l'expédition si je continuais à insister. La menace se révéla efficace, car lui seul détenait la clé de toute l'affaire. Je me souviens encore de tout cela, bien que j'ignore désormais quelle sorte de choses nous recherchions. Après avoir obtenu mon consentement réticent, Warren ramassa la bobine de fil et régla les appareils. Sur un signe de sa tête, je pris l'un d'eux et m'assis sur une vieille pierre tombale décolorée, près de l'ouverture que nous venions de dégager. Puis il me serra la main, chargea la bobine de fil sur son épaule et disparut dans cet ossuaire indescriptible. Pendant un moment, j'aperçus encore la lueur de sa lanterne et j'entendis le bruissement du fil qu'il déroulait derrière lui. Mais la lumière s'évanouit bientôt d'un seul coup, comme s'il avait atteint un tournant dans l'escalier de pierre, et le bruit cessa presque aussitôt. J'étais seul, mais relié aux profondeurs inconnues par ces fils magiques dont la gaine isolante apparaissait verte sous les rayons incertains du pâle croissant de lune décroissante. Dans le silence solitaire de cette immémoriale cité des morts, abandonnée de tous, mon esprit enfanta les visions et les chimères les plus atroces. Les sanctuaires grotesques et les monolithes semblaient acquérir une personnalité hideuse, une sorte de demi-conscience. Des ombres informes paraissaient se tapir dans les recoins les plus sombres de la cuvette étouffée par les herbes, puis passer comme une procession rituelle et blasphématoire devant les portes des tombeaux en ruine creusés dans le flanc de la colline. Des ombres que ce pâle croissant de lune qui semblait m'épier n'aurait pu projeter. Je consultais sans cesse ma montre à la lumière de ma lanterne électrique et pressais contre mon oreille le récepteur du téléphone dans une attente fiévreuse. Pourtant, pendant plus d'un quart d'heure, je n'entendis rien. Puis un faible déclic se fit entendre dans l'appareil et j'appelai mon ami d'une voix tendue. Malgré toute mon appréhension, rien ne m'avait préparé aux paroles qui remontèrent de cette crypte surnaturelle, prononcées sur un ton plus tremblant et plus alarmé que je n'en avais jamais entendu chez Harley Warren. Celui qui m'avait quitté peu auparavant avec un calme absolu m'appela maintenant des profondeurs dans un murmure vacillant, plus lourd de présage que le plus violent des hurlements. « Mon Dieu, si tu pouvais voir ce que je vois !» Je fus incapable de répondre. Privé de parole, je ne pus qu'attendre. Puis sa voix affolée retentit de nouveau. « Carter, c'est épouvantable, monstrueux, incroyable !» Cette fois, ma voix ne m'abandonna pas, et je déversai dans le transmetteur un flot de questions fébriles. Terrifié, je ne cessai de répéter « Warren, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» La voix de mon ami me parvint une nouvelle fois, toujours rauque de terreur, mais désormais teintée, semblait-il, de désespoir. « Je ne peux pas te le dire, Carter. Cela dépasse trop complètement tout ce que l'esprit peut concevoir. Je n'ose pas te le dire. Aucun homme ne pourrait le savoir et continuer à vivre. Grand Dieu, jamais je n'aurais imaginé cela. » Le silence retomba, troublé uniquement par le torrent désormais incohérent de mes questions tremblantes. Puis la voix de Warren s'éleva de nouveau dans un accès de terreur plus sauvage encore. « Carter, pour l'amour de Dieu, remets la dalle en place et sors d'ici pendant que tu le peux. Vite, abandonne tout le reste et gagne l'extérieur. C'est ta seule chance. Fais ce que je te dis et ne me demande pas d'explication. » Je l'entendis, mais ne pus que répéter frénétiquement mes questions. Autour de moi se dressaient les tombes, les ténèbres et les ombres. Au-dessous rôdait un péril dépassant les limites de l'imagination humaine. Pourtant,
Mon ami courait un danger plus grand que le mien, et malgré ma peur, j'éprouvais un vague ressentiment à l'idée qu'il puisse me croire capable de l'abandonner dans de telles circonstances. D'autres déclics se firent entendre. Après une pause, un cri pitoyable monta des profondeurs. « Fiche le camp, pour l'amour de Dieu, remets la dalle et fiche le camp, Carter !» Quelque chose dans l'argot juvénile employé par mon compagnon manifestement terrassé libéra soudain mes facultés. Je pris une décision et la lui criai. « Warren, ressaisis-toi, je descends te rejoindre. » Mais à cette proposition, la voix de mon interlocuteur se changea en un hurlement de désespoir absolu. « Ne descends pas, tu ne peux pas comprendre. Il est trop tard et tout est de ma faute. Remets la dalle en place et cours. Ni toi, ni personne ne peut plus rien faire désormais. » Son ton changea encore, prenant cette fois une douceur nouvelle, celle d'une résignation sans espoir. Pourtant, sa voix demeurait tendue par l'inquiétude qu'il éprouvait pour moi. « Vite, avant qu'il ne soit trop tard !» J'essayais de ne pas l'écouter. J'essayais de rompre la paralysie qui me retenait et de tenir ma promesse en me précipitant à son secours. Mais lorsqu'il murmura de nouveau, j'étais toujours prisonnier des chaînes d'une terreur absolue. « Carter, dépêche-toi, cela ne sert à rien, tu dois partir. Mieux vaut un que deux. La dalle !» Une pause, d'autres déclics. Puis la voix affaiblie de Warren. « Tout sera bientôt fini. Ne rends pas les choses plus difficiles. Recouvre ces maudites marches et sauve ta vie. Tu perds du temps. Adieu, Carter. Nous ne nous reverrons pas. » Le murmure de Warren enfla alors jusqu'à devenir un cri qui monta peu à peu vers un hurlement chargé de toute l'horreur des siècles. Maudites soient ces choses infernales, des légions, mon Dieu, fiche le camp, fiche le camp, fiche le camp. Après cela, il n'y eut plus que le silence. J'ignore combien d'éternités interminables je demeurai assis là, stupéfait, chuchotant, marmonnant, appelant et hurlant dans ce téléphone. Encore et encore, tout au long de ces éternités, je murmurais, balbutiais, appelais, criais et hurlais. « Warren, Warren, réponds-moi, tu es là ?» Puis vint l'horreur suprême. La chose incroyable, inconcevable, que l'on n'ose à peine évoquer. Je vous ai dit que des éternités parurent s'écouler après le dernier avertissement désespéré de Warren, et que seuls mes propres cris brisaient désormais l'abominable silence. Mais au bout d'un certain temps, de nouveaux déclics retentirent dans le récepteur, et je tendis l'oreille pour écouter. Une fois encore, j'appelais dans les profondeurs. « Warren, tu es là ?» Et pour toute réponse, j'entendis la chose qui a fait tomber ce nuage sur mon esprit. Je ne chercherai pas, messieurs, à expliquer cette chose, cette voix, et je ne saurais me risquer à la décrire en détail, car ces premiers mots me firent perdre connaissance et creusèrent dans ma mémoire un vide qui s'étend jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Dois-je dire que cette voix était profonde, creuse, gélatineuse, lointaine, surnaturelle, inhumaine, sans corps? Que pourrais-je dire? Elle marqua la fin de mon expérience et marque à présent la fin de mon récit. Je l'entendis, puis ne sus plus rien. Je l'entendis tandis que je restais pétrifié dans ce cimetière inconnu, au fond de la cuvette, parmi les pierres qui s'effritaient et les tombeaux qui s'effondraient, les herbes épaisses et les vapeurs pestilentielles. Je l'entendis monter des profondeurs les plus secrètes de cet abominable sépulcre ouvert,
tandis que je regardais des ombres informes et nécrophages danser sous une lune décroissante maudite. Et voici ce qu'elle prononça. « Imbécile, Warren est mort. » De l'au-delà, nouvelle de Howard Phillips Lovecraft. La transformation qui s'était opérée chez mon meilleur ami, Crawford Tillinghast, dépassait tout ce que l'esprit humain peut concevoir en matière d'horreur. Je ne l'avais pas revu depuis ce jour, 2 mois et demi plus tôt, où il m'avait révélé vers quel but tendaient ses recherches physiques et métaphysiques, où, répondant à mes protestations stupéfaites et presque terrifiées, il m'avait chassé de son laboratoire et de sa maison dans un accès de fureur fanatique. Je savais qu'il demeurait désormais presque toujours enfermé dans son laboratoire du grenier, en compagnie de cette maudite machine électrique, mangeant à peine et refusant même l'accès aux domestiques. Mais je n'aurais jamais cru qu'une période aussi brève que 10 semaines pût altérer et défigurer à ce point une créature humaine. Il est pénible de voir un homme corpulent soudain devenu maigre. Cela l'est davantage encore lorsque sa peau flasque prend une teinte jaune ou grise, que ses yeux s'enfoncent dans leurs orbites, cernés et animés d'une lueur inquiétante, que son front se couvre de veines et de profondes rides, et que ses mains tremblent, agitées de tressaillements. Ajoutez à cela une négligence repoussante, des vêtements dans le plus complet désordre, une masse de cheveux noirs blanchis à la racine, et une barbe entièrement blanche poussant librement sur un visage autrefois toujours rasé, l'effet d'ensemble devient proprement saisissant. Tel était pourtant l'aspect de Crawford Tillinghast, la nuit où son message à demi cohérent me ramena devant sa porte après ces semaines de bannissement. Tel était le spectre tremblant qui m'ouvrit, une bougie à la main, tout en jetant par-dessus son épaule des regards furtifs, comme s'il redoutait des présences invisibles dans cette vieille maison solitaire, bâtie en retrait de Benevolent Street. Que Crawford Tillinghast se fût jamais consacré à la science et à la philosophie avait été une erreur. Ces disciplines devraient être réservées aux chercheurs froids et détachés, car elles n'offrent à l'homme sensible et entreprenant que 2 issues, aussi tragiques l'une que l'autre. Le désespoir s'il échoue dans sa quête, et des terreurs indicibles, inconcevables, s'il réussit. Tillinghast avait autrefois été la victime de l'échec, solitaire et mélancolique. Mais je savais à présent, non sans éprouver moi-même une peur écœurante, qu'il était devenu la victime du succès. Je l'avais pourtant mis en garde 10 semaines plus tôt, lorsqu'il m'avait exposé avec exaltation ce qu'il se croyait sur le point de découvrir. Il avait alors le visage empourpré par l'excitation et parlait d'une voix aiguë et anormale, quoique toujours aussi pédante. « Que savons-nous, avait-il déclaré, du monde et de l'univers qui nous entoure ? Les moyens dont nous disposons pour recevoir des impressions sont absurdement peu nombreux, et l'idée que nous nous faisons des objets qui nous environnent est infiniment limitée. Nous ne voyons les choses que de la manière dont notre organisme nous permet de les voir, sans jamais pouvoir concevoir leur nature absolue. Avec 5 sens dérisoires, nous prétendons comprendre un cosmos d'une complexité sans bornes. Pourtant, des êtres dotés de sens plus étendus, plus puissants ou simplement différents pourraient non seulement percevoir tout autrement les choses que nous voyons, mais aussi observer et étudier des mondes entiers de matière, d'énergie et de vie qui se trouvent tout près de nous, bien qu'ils demeurent à jamais indécelables pour nos sens actuels. J'ai toujours cru que de tels mondes, étranges et inaccessibles, existaient à portée de notre nain. À présent, je pense avoir trouvé le moyen d'abattre les barrières. Je ne plaisante pas. Dans moins de 24 heures, cette machine, près de la table, produira des ondes qui agiront sur des organes sensoriels encore inconnus, présents en nous sous la forme de vestiges atrophiés ou rudimentaires. Ces ondes nous ouvriront des perspectives que l'homme n'a jamais contemplées.
dont certaines sont même inconnues de tout ce que nous considérons comme une forme de vie organique. Nous verrons ce qui fait hurler les chiens dans l'obscurité et ce qui pousse les chats à dresser l'oreille après minuit. Nous verrons ces choses et d'autres encore qu'aucune créature vivante n'a jamais contemplées. Nous franchirons les limites du temps, de l'espace et des dimensions, et sans déplacer notre corps, nous plongerons nos regards jusqu'au fond de la création. Lorsque Tillinghast avait prononcé ces paroles, j'avais protesté, car je le connaissais assez pour en être effrayé plutôt qu'amusé. Mais c'était un fanatique, et il m'avait jeté dehors. Il ne l'était pas moins à présent. Cependant, son besoin de parler avait fini par vaincre sa rancune, et il m'avait adressé une lettre impérieuse, tracée d'une écriture que je reconnaissais à peine. En pénétrant dans la demeure de cet ami, si brusquement changé en gargouille frissonnante, je me sentis gagné par la terreur qui semblait rôder au cœur de chaque ombre. Les paroles et les convictions exprimées 10 semaines auparavant paraissaient avoir pris corps dans les ténèbres, au-delà du petit cercle lumineux de la bougie, et la voix creuse, méconnaissable de mon hôte, me souleva le cœur. J'aurais voulu que les domestiques fussent présents, et je n'aimais guère l'entendre dire qu'ils étaient tous partis 3 jours plus tôt. Il me semblait étrange que le vieux Grégory, au moins, eût abandonné son maître sans prévenir un ami aussi fidèle que moi. C'était lui qui m'avait fourni tous les renseignements dont je disposais sur Tillinghast depuis que celui-ci m'avait chassé dans un accès de rage. Pourtant, ma curiosité et ma fascination grandissante eurent bientôt raison de toutes mes craintes. Je ne pouvais que deviner ce que Crawford Tillinghast attendait désormais de moi, mais je ne doutais pas qu'il eût quelque secret prodigieux ou quelque découverte extraordinaire à me révéler. J'avais auparavant condamné ces investigations contre nature dans les domaines de l'inconcevable. Maintenant qu'il avait manifestement obtenu certains résultats, je partageais presque son exaltation, si effroyable que parut le prix de sa victoire. Je gravis les étages dans l'obscurité et le silence de la maison, suivant la bougie qui oscillait dans la main de cette parodie tremblante d'un être humain. Le courant semblait coupé, et lorsque je l'interrogeais, mon guide répondit que cela répondait à une nécessité bien précise. « Ce serait trop, je n'oserais pas, » continuait-il de marmonner. Je remarquai tout particulièrement cette nouvelle habitude, car il ne lui ressemblait pas de se parler à lui-même. Nous entrâmes dans le laboratoire aménagé sous les combles, et j'aperçus cette abominable machine électrique nimbée d'une lueur violette, maladive et sinistre. Elle était reliée à une puissante batterie chimique, mais ne paraissait recevoir aucun courant. Je me souvenais en effet que, durant sa phase expérimentale, elle crépitait et ronronnait lorsqu'elle fonctionnait. En réponse à ma question, Tillinghast marmonna que cette luminosité permanente n'avait rien d'électrique, du moins au sens où j'aurais pu le comprendre. Il me fit asseoir près de la machine, placée à ma droite, puis actionna un interrupteur situé quelque part sous l'amas de globes de verre qui la couronnait. Le crépitement habituel commença, devint un gémissement aigu, puis s'acheva en un bourdonnement si léger qu'il semblait se fondre de nouveau dans le silence. Pendant ce temps, la lumière s'intensifia, diminua, puis prit une teinte pâle et insolite, ou peut-être un mélange de teintes que je ne pouvais ni identifier ni décrire. Tillinghast m'observait et remarqua mon expression perplexe. « Savez-vous ce que c'est » murmura-t-il. « C'est de l'ultraviolet. » Il eut un petit rire étrange en voyant ma surprise. « Vous pensiez que l'ultraviolet était invisible ? Il l'est, en effet, mais vous pouvez maintenant le voir, comme bien d'autres choses invisibles. Écoutez-moi, les ondes émises par cet appareil réveillent en nous un millier de sens endormis, des sens dont nous avons hérité au fil d'ères entières d'évolution, depuis l'état d'électrons libres jusqu'à celui d'êtres humains organiques. J'ai vu la vérité, et j'ai l'intention de vous la montrer. Vous vous demandez quelle impression cela produira ? Je vais vous le dire.
Tillinghast s'assit alors juste en face de moi, souffla sa bougie et plongea dans mes yeux un regard hideux. « Vos organes sensoriels actuels, les oreilles en premier, je pense, capteront une grande partie des impressions, car ils sont étroitement liés aux organes dormants. Puis, d'autres entreront en jeu. Vous avez entendu parler de la glande pinéale ? Je me ris de l'endocrinologue superficiel, aussi dupe et aussi parvenu que le disciple de Freud. Cette glande est le grand organe sensoriel, l'organe des organes. Je l'ai découvert. En fin de compte, son fonctionnement s'apparente à la vue. Elle transmet des images visuelles au cerveau. Si vous êtes normal, c'est ainsi que vous devriez recevoir l'essentiel. Je veux dire, l'essentiel des manifestations venues de l'au-delà. Je promenais mon regard à travers l'immense grenier, dont le mur sud suivait la pente du toit et que baignaient faiblement des rayons invisibles à l'œil ordinaire. Les angles les plus éloignés disparaissaient dans l'ombre, et toute la pièce prit une apparence irréelle et brumeuse qui en dissimulait la véritable nature, laissant l'imagination y faire naître symboles et fantasmagories. Durant le silence de Tillinghast, je me figurais dans un temple immense et invraisemblable, consacré à des dieux morts depuis longtemps. Un édifice imprécis, formé d'innombrables colonnes de pierre noire, s'élevant depuis un sol de dalles humides jusqu'à des hauteurs nuageuses que mon regard ne pouvait atteindre. Cette vision demeura un moment d'une grande netteté, puis céda peu à peu la place à une impression plus effroyable encore, celle d'une solitude totale et absolue au milieu d'un espace infini, privé de lumière et de son. Il n'y avait, semblait-il, que le vide et rien d'autre. Une peur enfantine s'empara de moi et me poussa à tirer de ma poche de hanche le revolver que je portais toujours après la tombée de la nuit, depuis le soir où j'avais été agressé à East Providence. Alors, depuis les régions les plus lointaines de cet infini, un son naquit doucement. Il était d'une faiblesse extrême, animé d'une vibration subtile et incontestablement musicale. Mais il possédait une sauvagerie si profonde que son contact produisit sur tout mon corps l'effet d'une délicate torture. J'éprouvais une sensation semblable à celle que provoque le frottement accidentel d'un ongle sur du verre dépoli. Au même instant, se leva une sorte de courant d'air froid qui sembla me frôler en venant de la direction du son lointain. Tandis que j'attendais, retenant mon souffle, je compris que le bruit et le vent augmentaient ensemble. Leur effet me donna l'étrange impression d'être ligoté sur une voie ferrée devant une locomotive gigantesque lancée dans ma direction. Je commençai à parler à Tillinghast et, dès que j'ouvris la bouche, toutes ces perceptions insolites disparurent brusquement. Je ne vis plus que l'homme, la machine lumineuse et la pièce obscure. Tillinghast affichait un sourire répugnant en regardant le revolver que j'avais presque inconsciemment sorti de ma poche. Mais son expression m'assura qu'il avait vu et entendu autant que moi, sinon beaucoup plus. Je lui décrivis à voix basse ce que je venais d'éprouver, et il m'ordonna de rester aussi silencieux et réceptif que possible. « Ne bougez pas, » me prévint-il. « Sous l'effet de ces rayons, nous pouvons être vus aussi bien que nous pouvons voir. Je vous ai dit que les domestiques étaient partis, mais je ne vous ai pas expliqué comment. Tout est arrivé à cause de cette gouvernante à l'esprit obtus. Elle a allumé les lampes du rez-de-chaussée après que je lui eus interdit de le faire, et les fils ont capté des vibrations par résonance. Cela a dû être épouvantable. J'entendais leurs cris depuis le grenier, malgré tout ce que je voyais et entendais dans une autre direction. Plus tard, il a été assez affreux de retrouver dans la maison ces tas de vêtements vides. Ceux de Madame Updike se trouvaient près de l'interrupteur du vestibule. C'est ainsi que j'ai su que c'était elle qui l'avait actionné. Cela les a tous emportés. Mais tant que nous ne bougeons pas, nous sommes relativement en sécurité. Souvenez-vous que nous avons affaire à un monde hideux,
face auquel nous sommes presque sans défense. Ne remuez pas. Le double choc de cette révélation et de cet ordre brutal me plongea dans une sorte de paralysie. Sous l'effet de la terreur, mon esprit s'ouvrit de nouveau aux impressions provenant de ce que Tillinghast appelait l'au-delà. Je me trouvais maintenant pris dans un tourbillon de sons et de mouvements, tandis que des images confuses défilaient devant mes yeux. Je distinguais les contours brouillés de la pièce, mais une colonne bouillonnante de formes ou de nuages méconnaissables semblait se déverser depuis un point de l'espace, traversant le toit massif devant moi, légèrement sur la droite. Puis je retrouvai l'impression du temple. Cette fois, cependant, les colonnes montaient jusqu'à un océan aérien de lumière, d'où descendait un rayon aveuglant qui suivait la trajectoire de la colonne nuageuse aperçue quelques instants plus tôt. Ensuite, le spectacle devint presque entièrement kaléidoscopique. Au milieu de cet enchevêtrement d'images, de sons et de perceptions sensorielles impossibles à identifier, je sentis que j'étais sur le point de me dissoudre ou de perdre d'une manière quelconque ma forme solide. Une vision précise demeurera pourtant à jamais gravée dans ma mémoire. Durant un instant, il me sembla contempler un fragment d'un étrange ciel nocturne, rempli de sphères lumineuses en rotation. Lorsqu'il s'éloigna, je vis que ces soleils éclatants composaient une constellation ou une galaxie dont la forme demeurait fixe, celle du visage déformé de Crawford Tillinghast. À un autre moment, je sentis d'immenses créatures vivantes me frôler et parfois marcher ou dériver à travers mon corps que je croyais solide. Il me sembla voir Tillinghast les suivre des yeux, comme si ses sens mieux entraînés lui permettaient de les distinguer. Je me rappelais ce qu'il avait dit au sujet de la glande pinéale et me demandais ce qu'il contemplait avec cet œil surnaturel. Soudain, je me découvris moi-même doué d'une sorte de vision amplifiée. Par-dessus le chaos de lumières et d'ombres apparut une image qui, bien qu'imprécise, possédait une certaine cohérence et une certaine stabilité. Elle m'était même en partie familière, car l'élément inhabituel se superposait au décor terrestre ordinaire, comme une image cinématographique projetée sur le rideau peint d'un théâtre. Je voyais le laboratoire du grenier, la machine électrique et, en face de moi, la silhouette disgracieuse de Tillinghast. Mais dans tout l'espace que n'occupaient pas les objets matériels familiers, il n'existait pas une seule parcelle de vide. Des formes indescriptibles, vivantes ou non, s'entremêlaient dans un désordre répugnant. Tout près de chaque chose connue s'étendaient des mondes entiers d'entités étrangères et inconnues. Il semblait également que tous les objets connus entraient dans la composition d'autres objets inconnus, et inversement. Parmi les êtres vivants dominaient d'énormes monstruosités noirâtres et gélatineuses qui tremblotaient mollement au rythme des vibrations de la machine. Elles étaient présentes en une profusion écœurante et, à ma grande horreur, je vis qu'elles se chevauchaient. Semi-fluides, elles pouvaient se traverser les unes les autres, de même que les matières que nous tenons pour solides. Ces choses ne restaient jamais immobiles. Elles flottaient sans cesse, animées, semblait-il, d'un dessein malveillant. Parfois, elles paraissaient se dévorer entre elles. L'assaillant se jetait sur sa victime et la faisait aussitôt disparaître. En frissonnant, je compris que je savais désormais ce qui avait anéanti les malheureux domestiques. Je ne parvenais plus à chasser ces créatures de mon esprit, alors même que je m'efforçais d'observer les autres propriétés de ce monde nouvellement visible qui nous entoure sans que nous puissions le percevoir. Mais Tillinghast m'observait, et il se mit à parler. « Vous les voyez ? Vous les voyez ? Vous voyez ces choses qui flottent et se traînent autour de vous, qui vous traversent à chaque instant de votre existence ? Vous voyez les créatures qui composent ce que les hommes appellent l'air pur et le ciel bleu ? N'ai-je pas réussi à faire tomber la barrière ? Ne vous ai-je pas montré des mondes qu'aucun autre homme vivant n'a contemplés ? Je l'entendis hurler au milieu de cet effroyable chaos, et je regardai son visage dément qu'il avait rapproché du mien d'une manière odieuse. Ses yeux étaient des gouffres de feu,
et il me fixait avec ce que je reconnus alors pour une haine sans limite. La machine poursuivait son bourdonnement abominable. Vous croyez que ce sont ces choses qui se débattent mollement qui ont fait disparaître les domestiques? Imbéciles, elles sont inoffensives. Pourtant, les domestiques ont bien disparu, n'est-ce pas? Vous avez essayé de m'arrêter. Vous m'avez découragé au moment où j'avais besoin de tout l'encouragement que l'on pouvait me donner. Vous aviez peur de la vérité cosmique, maudit lâche. Mais à présent, je vous tiens. Qu'est-ce qui a emporté les domestiques? Qu'est-ce qui les a fait hurler si fort? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Vous le saurez bien assez tôt. Regardez-moi, écoutez ce que je vous dis. Croyez-vous réellement que le temps et l'étendue existent? Vous imaginez qu'il existe des choses telles que la forme ou la matière? Je vous le dis, j'ai atteint des profondeurs que votre petit cerveau est incapable de concevoir. J'ai vu au-delà des frontières de l'infini et fait descendre des démons depuis les étoiles. J'ai soumis les ombres qui marchent de monde en monde pour y semer la mort et la folie. L'espace m'appartient, vous m'entendez? Des choses me traquent maintenant, les choses qui dévorent et dissolvent, mais je sais comment leur échapper. C'est vous qu'elles prendront, comme elles ont pris les domestiques. Vous bougez, mon cher monsieur? Je vous avais pourtant dit qu'il était dangereux de remuer. Jusqu'à présent, je vous ai épargné en vous ordonnant de rester immobile. Épargné pour que vous puissiez contempler d'autres merveilles et m'écouter. Si vous aviez bougé, elles se seraient jetées sur vous depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, elles ne vous feront aucun mal. Elles n'ont pas fait de mal aux domestiques. C'est seulement ce qu'ils ont vu qui a fait hurler ces pauvres diables. Mes petites créatures ne sont pas très belles, car elles viennent de lieux où les critères esthétiques sont très différents. La désintégration est parfaitement indolore, je vous l'assure. Mais je veux que vous les voyiez. J'ai failli les voir moi-même, mais j'ai su m'arrêter. Vous n'êtes donc pas curieux? J'ai toujours su que vous n'étiez pas un véritable scientifique. Vous tremblez, n'est-ce pas? Vous tremblez d'angoisse et d'impatience à l'idée de contempler les réalités ultimes que j'ai découvertes. Alors, pourquoi ne bougez-vous pas? Vous êtes fatigué? Allons, ne vous inquiétez pas, mon ami, car elles arrivent. Regardez, regardez, maudit soyez-vous, regardez, c'est juste derrière votre épaule gauche. Ce qui reste à raconter est très bref, et les articles des journaux vous en ont peut-être déjà donné connaissance. La police entendit un coup de feu dans la vieille maison Tillinghast et nous y trouva tous les deux, Tillinghast mort et moi sans connaissance. On m'arrêta parce que je tenais encore le revolver, mais je fus libéré 3 heures plus tard lorsque l'on découvrit que Tillinghast avait succombé à une apoplexie et que ma balle avait été tirée sur la funeste machine qui gisait désormais sur le sol du laboratoire, irrémédiablement détruite. Je racontai très peu de ce que j'avais vu, car je craignais que le médecin légiste ne se montrât sceptique. D'après le récit vague et évasif que je consentis à donner, le médecin déclara que j'avais sans aucun doute été hypnotisé par ce fou vindicatif aux instincts meurtriers. Je voudrais pouvoir croire ce médecin. Mes nerfs ébranlés s'en porteraient mieux si je pouvais écarter ce que je suis désormais contraint de penser de l'air et du ciel qui m'entourent et s'étendent au-dessus de moi. Je ne me sens plus jamais seul ni à l'aise, et il m'arrive, lorsque je suis fatigué, d'éprouver soudain la sensation glaciale et hideuse d'être traqué. Une seule réalité m'empêche de croire le médecin. La police n'a jamais retrouvé les corps des domestiques que, selon elle, Crawford Tillinghast aurait assassinés. Dans le caveau, Howard Phillips Lovecraft. Rien ne me paraît plus absurde que cette habitude conventionnelle d'associer ce qui est simple et familier à ce qui est sain et rassurant. Habitude qui semble imprégner l'esprit de la multitude. Évoquer un décor bucolique de Nouvelle-Angleterre,
un croque-mort de village maladroit et grossier, ainsi qu'un accident stupide survenu dans un caveau, aucun lecteur ordinaire ne s'attendra à rien de plus qu'à une franche scène de comédie, quoique grotesque. Pourtant, Dieu sait que la banale histoire que la mort de George Birch me permet de raconter comporte des aspects auprès desquels certaines de nos tragédies les plus sombres paraissent lumineuses. Birch fut frappé d'une infirmité et changea de métier en 1881, mais il ne parlait jamais de l'affaire lorsqu'il pouvait l'éviter. Son ancien médecin, le docteur Davis, mort depuis bien des années, n'en parlait pas davantage. On racontait généralement que son mal et le choc qu'il avait subi résultaient d'un fâcheux incident. Birch s'était accidentellement enfermé durant 9 heures dans le caveau provisoire du cimetière de Peg Valley et n'avait pu s'en échapper qu'au moyen d'expédients rudimentaires aux conséquences désastreuses. Tout cela était sans aucun doute exact, mais il existait aussi des faits plus obscurs que cet homme murmurait vers la fin dans le délire de l'ivresse. Il se confiait à moi parce que j'étais son médecin, et sans doute aussi parce que, depuis la mort de Davis, il éprouvait le besoin de livrer son secret à quelqu'un d'autre. Il était célibataire et n'avait aucune famille. Avant 1881, Birch avait été le croque-mort de Peg Valley. Même parmi les individus de cette profession, il représentait un spécimen particulièrement endurci et primitif. Les pratiques qu'on lui attribuait paraîtraient aujourd'hui incroyables, du moins dans une ville. Peg Valley elle-même aurait frémi si elle avait connu la désinvolture morale de son artiste funéraire dans certaines questions discutables. À qui revenaient, par exemple, les coûteux vêtements mortuaires, invisibles une fois le couvercle refermé, ou jusqu'à quel point il convenait de préserver la dignité des locataires sans vie lorsqu'il fallait disposer leurs membres cachés et les adapter à des cercueils dont les dimensions n'avaient pas toujours été calculées avec une précision irréprochable. Birch était indiscutablement négligent, insensible et peu recommandable dans l'exercice de son métier. Pourtant, je continue de croire qu'il n'était pas un homme mauvais. Il était simplement grossier par nature comme par fonction, irréfléchi, imprudent et porté sur la boisson. Son accident, si facile à éviter, en est la preuve, et dépourvu de cette parcelle d'imagination qui retient le citoyen moyen à l'intérieur de certaines limites imposées par le bon goût. Je ne sais guère où commencer l'histoire de Birch, car je ne suis pas un conteur expérimenté. Sans doute faut-il remonter au glacial mois de décembre 1880, lorsque le sol gela et que les fossoyeurs du cimetière constatèrent qu'ils ne pourraient plus creuser de tombe avant le printemps. Par bonheur, le village était petit et la mortalité faible, si bien que tous les pensionnaires inanimés confiés à Birch purent trouver un refuge temporaire dans l'unique et vétuste caveau provisoire. Le froid rigoureux rendit le croque-mort plus apathique encore, et il sembla se surpasser lui-même en négligence. Jamais il n'avait assemblé à la hâte des cercueils aussi fragiles et difformes, ni ignoré de manière aussi flagrante l'état de la serrure rouillée de la porte qu'il ouvrait et refermait brutalement avec une nonchalance absolue. Le dégel printanier finit par arriver, et l'on prépara laborieusement les fosses destinées aux 9 silencieuses moissons de la mort qui attendaient dans le caveau. Bien qu'il redoutât les tracas du transport et de l'inhumation, Birch entreprit son travail de transfert par une désagréable matinée d'avril. Il s'arrêta toutefois avant midi, après n'avoir livré qu'une seule enveloppe mortelle à son repos définitif, car une pluie battante semblait irriter son cheval. Le défunt était Darius Peck, le nonagénaire, dont la tombe se trouvait non loin du caveau. Birch décida de commencer le lendemain par le petit vieillard Matthew Fenner, dont la sépulture était également proche. En réalité, il repoussa la tâche durant 3 jours et ne se remit au travail que le vendredi saint, le 15 avril. Comme il n'était pas superstitieux, il n'accorda alors aucune importance à cette date. Par la suite, cependant, il refusa toujours d'entreprendre quoi que ce fût d'important durant ce funeste 6e jour de la semaine. Les événements de cette soirée transformèrent incontestablement George Birch. Dans l'après-midi du vendredi 15 avril,
Birch se rendit donc au caveau avec son cheval et sa carriole afin de transporter le corps de Matthew Fenner. Il reconnut plus tard qu'il n'était pas parfaitement sobre, bien qu'il ne se fût pas encore abandonné aux excès de boisson par lesquels il tenterait ensuite d'oublier certaines choses. Il était juste assez étourdi et imprudent pour agacer son cheval nerveux. Lorsqu'il l'arrêta brutalement devant le caveau, l'animal hennit, frappa le sol de ses sabots et secoua la tête, comme lors de la précédente visite où la pluie l'avait contrarié. Le ciel était clair, mais un vent violent s'était levé. Birch fut heureux de trouver un abri lorsqu'il déverrouilla la porte de fer et pénétra dans le caveau creusé à flanc de colline. Un autre aurait pu répugner à entrer dans cette chambre humide et nauséabonde où 8 cercueils avaient été déposés sans grand soin. Mais Birch était alors insensible à ce genre de choses et ne se préoccupait que de placer le bon cercueil dans la bonne tombe. Il n'avait pas oublié les critiques soulevées lorsque les parents de Hannah Bixby, désireux de transporter sa dépouille dans le cimetière de la ville où ils avaient emménagé, avaient découvert sous sa pierre tombale le cercueil du juge Capwell. La lumière était faible, mais Birch avait une bonne vue et ne prit pas par erreur le cercueil d'Asaph Sawyer, malgré leur grande ressemblance. En réalité, il avait fabriqué celui-ci pour Matthew Fenner, avant de le mettre de côté parce qu'il le trouvait trop malcommode et trop fragile. Une curieuse bouffée de sentimentalité l'avait saisi lorsqu'il s'était rappelé combien le petit vieillard s'était montré bon et généreux envers lui durant sa faillite 5 ans auparavant. Il avait donc offert au vieux Matt ce que son savoir-faire pouvait produire de meilleur. Mais il était assez économe pour conserver le modèle rejeté qu'il utilisa lorsqu'Asaph Sawyer mourut d'une fièvre maligne. Sawyer n'était pas un homme aimable, et bien des histoires circulaient sur son esprit de vengeance presque inhumain et sur la ténacité avec laquelle il se souvenait des offenses, réelles ou imaginaires. Birch n'avait éprouvé aucun scrupule à lui attribuer ce cercueil fabriqué sans soin, qu'il écarta maintenant pour atteindre celui de Fenner. Il venait tout juste de reconnaître le cercueil du vieux Matt lorsque le vent rabattit violemment la porte, le plongeant dans une obscurité plus profonde encore. L'étroit imposte ne laissait pénétrer qu'une lueur infime, et le conduit d'aération du plafond n'en apportait pratiquement aucune. Birch dut donc avancer à tâtons entre les longues caisses, en proférant des jurons jusqu'au mécanisme de fermeture. Dans cette pénombre funèbre, il secoua les poignets rouillés, poussa contre les panneaux de fer et se demanda pourquoi la lourde porte était soudain devenue si récalcitrante. C'est également dans cette pénombre qu'il comprit la vérité et se mit à crier, comme si son cheval, dehors, pouvait lui offrir autre chose qu'un hennissement indifférent. Le loquet, négligé depuis si longtemps, venait manifestement de se briser. L'imprudent croque-mort se retrouvait prisonnier du caveau, victime de sa propre incurie. Cela devait s'être produit vers 3h30 de l'après-midi. D'un tempérament flegmatique et pratique, Birch ne cria pas longtemps. Il se mit plutôt à chercher à tâtons les outils qu'il se souvenait avoir vus dans un coin du caveau. On peut douter que l'horreur ou l'étrangeté particulièrement saisissante de sa situation l'eussent seulement effleuré. Mais le simple fait de se trouver enfermé si loin des chemins habituellement fréquentés suffisait à l'exaspérer. Sa journée de travail était gravement compromise, et à moins que le hasard n'amenât bientôt quelques promeneurs dans les environs, il risquait de devoir rester là toute la nuit, voire davantage. Ayant rapidement trouvé les outils et choisi un marteau ainsi qu'un ciseau, Birch regagna la porte en enjambant les cercueils. L'air commençait à devenir particulièrement malsain, mais il n'y prêta aucune attention tandis qu'il s'acharnait, presque entièrement au toucher, sur le métal épais et corrodé du loquet. Il aurait donné cher pour une lanterne ou un bout de chandelle. Faute de lumière, il travailla maladroitement, presque à l'aveugle, du mieux qu'il put. Lorsqu'il comprit que le loquet ne céderait jamais, du moins pas sous l'action d'outils aussi médiocres et au milieu de pareilles ténèbres, Birch chercha du regard une autre issue possible. Le caveau avait été creusé dans une colline, si bien que l'étroit conduit d'aération du plafond traversait plusieurs pieds de terre. Il était donc absolument inutile d'envisager cette direction.
Au-dessus de la porte, en revanche, l'imposte haute et étroite ménagée dans la façade de briques semblait pouvoir être agrandie par un travailleur persévérant. Birch la contempla longuement, se creusant la tête pour trouver un moyen de l'atteindre. Il n'y avait rien qui ressemblât à une échelle dans le caveau, et les niches aménagées sur les côtés et au fond, que Birch prenait rarement la peine d'utiliser, ne permettaient pas de grimper jusqu'à l'espace situé au-dessus de la porte. Seuls les cercueils pouvaient lui servir de marche. En les examinant, il réfléchit à la meilleure façon de les disposer. Une hauteur de 3 cercueils, estima-t-il, lui permettrait d'atteindre l'imposte, mais 4 vaudrait mieux. Les caisses étaient de dimensions assez semblables et pouvaient être empilées comme des blocs. Il se mit donc à calculer comment utiliser les 8 cercueils pour construire la plateforme la plus stable possible, haute de 4 niveaux. En élaborant son plan, il ne put s'empêcher de regretter que les éléments de son futur escalier n'eussent pas été fabriqués plus solidement. Quant à savoir s'il possédait assez d'imagination pour souhaiter qu'ils fussent vides, il est permis d'en douter. Il décida finalement de disposer contre le mur une base de 3 cercueils parallèles, puis 2 étages de 2 cercueils chacun, surmontés d'une dernière caisse qui servirait de plateforme. Cette structure serait relativement facile à escalader et lui donnerait la hauteur nécessaire. Mieux encore, seuls 2 des cercueils de la base soutiendraient réellement les étages supérieurs. Le 3e resterait libre et pourrait être ajouté au sommet si l'évasion exigeait une hauteur plus importante. Le prisonnier se mit donc à travailler dans la pénombre, déplaçant sans cérémonie les dépouilles inertes, tandis que sa petite tour de Babel s'élevait niveau après niveau. Plusieurs cercueils commencèrent à se fendre sous les contraintes de la manipulation. Birch résolut de conserver pour le sommet le solide cercueil du petit Matthew Fenner, afin de disposer sous ses pieds d'une surface aussi sûre que possible. Dans la demi-obscurité, il se fia surtout au toucher pour choisir le bon. Il le retrouva presque par hasard. Après l'avoir placé sans le savoir à côté d'un autre cercueil sur le 3e niveau, la caisse bascula entre ses mains comme si elle était animée d'une étrange volonté propre. Lorsque la tour fut enfin achevée, Birch accorda un peu de repos à ses bras douloureux en s'asseyant sur la marche inférieure de son sinistre édifice. Puis, il gravit prudemment la structure avec ses outils et se retrouva à hauteur de l'étroit imposte. L'ouverture était entièrement bordée de briques, et il ne semblait guère douteux qu'il pourrait bientôt en retirer assez pour laisser passer son corps. Lorsqu'il commença à frapper de son marteau, le cheval hennit à l'extérieur d'un ton qui pouvait aussi bien l'encourager que se moquer de lui. L'une ou l'autre interprétation aurait été appropriée, car la résistance inattendue de cette maçonnerie, pourtant si facile à entamer en apparence, constituait un commentaire sarcastique sur la vanité des espérances humaines. Et le travail qu'elle imposait méritait bien tous les encouragements possibles. La nuit tombante trouva Birch toujours à l'ouvrage. Il travaillait désormais presque entièrement au toucher, car des nuages nouvellement formés masquaient la lune. Ses progrès demeuraient lents, mais il se sentait encouragé par les entailles qu'il avait réussi à creuser en haut et en bas de l'ouverture. Il était certain de pouvoir sortir avant minuit. Il est caractéristique de Birch que cette pensée ne se soit accompagnée d'aucune considération inquiétante. Nullement troublé par des réflexions oppressantes sur l'heure, le lieu ou la compagnie qui se trouvait sous ses pieds, il continuait philosophiquement à ébrécher la maçonnerie dure comme la pierre. Il jurait lorsqu'un fragment lui frappait le visage et riait quand un autre atteignait le cheval, de plus en plus agité, qui piaffait près du cyprès. Avec le temps, le trou devint assez large pour que Birch tentât parfois d'y engager son corps, remuant alors de telle manière que les cercueils placés sous lui oscillaient et grinçaient. Il constata qu'il n'aurait pas besoin d'ajouter une autre caisse au sommet de sa plateforme. L'ouverture se trouvait exactement à la bonne hauteur et pourrait être utilisée dès que ses dimensions le permettraient. Il devait être au moins minuit lorsque Birch jugea qu'il pouvait passer par l'imposte.
Épuisé et couvert de sueur malgré ses nombreuses pauses, il redescendit jusqu'au sol et s'assit un moment sur le cercueil inférieur afin de reprendre des forces avant la dernière contorsion et le saut vers la terre ferme. Affamé, le cheval hennissait sans cesse d'une manière presque surnaturelle, et Birch souhaita vaguement qu'il se tût. Curieusement, la perspective de sa délivrance prochaine ne lui procurait aucune joie. Il redoutait presque l'effort qu'elle exigerait, car sa silhouette portait cet embonpoint indolent des hommes entrant dans l'âge mûr. En remontant sur les cercueils qui se fendaient, il prit douloureusement conscience de son poids. Plus encore lorsqu'il atteignit la caisse supérieure et entendit un craquement redoublé, annonciateur d'une rupture générale du bois. Il semblait avoir choisi en vain le cercueil le plus solide pour sa plateforme. À peine tout son poids reposa-t-il de nouveau dessus que le couvercle vermoulu céda, le faisant choir de près de 60 cm sur une surface que lui-même préféra ne pas imaginer. Affolé par le bruit, ou peut-être par la puanteur qui jaillit du cercueil jusque dans l'air extérieur, le cheval poussa un cri trop frénétique pour être un hennissement et s'enfuit au galop dans la nuit, entraînant derrière lui la carriole qui cahotait follement. Dans cette situation effroyable, Birch se trouvait maintenant trop bas pour se hisser facilement hors de l'imposte agrandi. Il rassembla néanmoins ses forces pour une tentative désespérée. Agrippant les bords de l'ouverture, il chercha à se soulever, lorsqu'il sentit une résistance étrange, comme si quelque chose tirait sur ses deux chevilles. L'instant suivant, il connut pour la première fois de la nuit une véritable terreur. Il eut beau se débattre, il ne parvint pas à se libérer de l'étreinte inconnue qui maintenait implacablement ses pieds captifs. Des douleurs atroces, semblables à celles de blessures sauvages, traversèrent ses mollets. Son esprit fut emporté dans un tourbillon d'épouvante auquel se mêlait un matérialisme obstiné, lui suggérant des échardes, des clous descellés ou quelque autre élément du cercueil en train de se briser. Peut-être cria-t-il. Quoi qu'il en soit, il donna frénétiquement des coups de pied et se tortilla de manière automatique, tandis que sa conscience s'effaçait presque dans un demi-évanouissement. L'instinct guida ses contorsions à travers l'imposte, puis sa progression en rampant après qu'il fût retombé lourdement sur la terre humide. Il semblait incapable de marcher. La lune qui réapparaissait dut contempler une vision horrible, tandis qu'il traînait ses chevilles ensanglantées en direction de la loge du cimetière. Ses doigts labouraient la terre noire dans une hâte inconsciente, et son corps ne répondait qu'avec cette lenteur affolante que l'on subit lorsque les spectres d'un cauchemar nous poursuivent. Pourtant, personne ne semblait le pourchasser. Il était seul et encore vivant lorsqu'Armington, le gardien, répondit au faible grattement de ses doigts contre la porte. Armington aida Birch à s'installer sur le bord d'un lit libre et envoya son jeune fils Edwin chercher le docteur Davis. Le blessé était parfaitement conscient, mais ne disait rien de compréhensible ou d'important. Il ne faisait que murmurer des paroles telles que « Oh, mes chevilles, lâchez-moi » ou « Enfermé dans le caveau ». Le médecin arriva avec sa trousse, posa des questions sèches et précises, puis retira les vêtements de son patient, ainsi que ses chaussures et ses chaussettes. Les blessures, les deux chevilles étaient atrocement lacérées autour des tendons d'Achille, semblèrent d'abord déconcerter profondément le vieux médecin, puis presque l'effrayer. Ces questions prirent une tension qui dépassait largement la simple curiosité médicale, et ses mains tremblèrent lorsqu'il soigna les membres mutilés. Il les enveloppa de bandages, comme s'il avait voulu dissimuler les plaies aussi rapidement que possible. De la part d'un médecin habituellement impersonnel, l'interrogatoire sinistre et empreint d'effroi auquel se livrait Davis devint bientôt très étrange. Il cherchait à arracher au croque-mort affaibli le moindre détail de son horrible expérience. Il tenait curieusement à savoir si Birch était certain, absolument certain, de l'identité du cercueil placé au sommet de la pile. Comment l'avait-il choisi?
Comment avait-il pu être sûr, dans l'obscurité, qu'il s'agissait de celui de Fenner? Comment l'avait-il distingué de sa médiocre réplique destinée au cruel Asaph Sawyer? Le solide cercueil de Fenner se serait-il effondré aussi facilement? Médecin de campagne à l'ancienne, Davis avait naturellement vu les deux cercueils lors des enterrements respectifs, de même qu'il avait soigné Fenner et Sawyer durant leur dernière maladie. Lors des funérailles de Sawyer, il s'était même demandé comment ce fermier vindicatif avait réussi à tenir allongé dans une caisse aux dimensions si proches de celles qui avaient été conçues pour le minuscule Fenner. Au bout de 2 longues heures, le docteur Davis partit en recommandant instamment à Birch d'affirmer toujours que ses blessures avaient été entièrement causées par des clous décellés et des planches brisées. Quelle autre explication, ajouta-t-il, pourrait jamais être prouvée ou seulement crue? Il vaudrait toutefois mieux en dire le moins possible et ne laisser aucun autre médecin examiner ni soigner ses blessures. Birch suivit ce conseil jusqu'à la fin de sa vie, avant de me raconter son histoire. Lorsque je vis les cicatrices, anciennes et blanchies comme elles l'étaient alors, je reconnus qu'il avait agi sagement. Il resta toujours boiteux, car les grands tendons avaient été sectionnés. Mais je crois que la plus grave de ses infirmités se trouvait dans son âme. Son esprit, jadis si flegmatique et logique, avait reçu des cicatrices ineffaçables. Il était pitoyable d'observer ses réactions lorsqu'il entendait par hasard des mots comme « vendredi »,« caveau » ou « cercueil », ainsi que d'autres termes dont le lien avec son aventure était moins évident. Son cheval effrayé avait retrouvé le chemin de l'écurie, mais son esprit terrifié, lui, ne retrouva jamais tout à fait le chemin du retour. Birch changea de métier, mais quelque chose ne cessa de le ronger. Ce n'était peut-être que la peur, ou peut-être une peur mêlée à une étrange forme de remords tardif pour ses brutalités passées. Naturellement, l'alcool ne faisait qu'aggraver le mal qu'il était censé soulager. Lorsque le docteur Davis quitta Birch cette nuit-là, il prit une lanterne et se rendit dans le vieux caveau provisoire. La lune éclairait les fragments de briques éparpillés et la façade mutilée. De l'extérieur, le loquet de la grande porte céda au moindre contact. Endurci par les anciennes épreuves des salles de dissection, le médecin entra et regarda autour de lui, réprimant la nausée physique et morale que lui inspirait tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il respirait. Il poussa une fois un cri. Un peu plus tard, il laissa échapper un souffle étranglé, plus terrible encore qu'un cri. Puis il s'enfuit vers la loge et viola toutes les règles de sa profession en réveillant son patient, en le secouant et en lui lançant une succession de murmures frémissants qui brûlèrent ses oreilles abasourdies comme le sifflement du vitriol. C'était le cercueil d'Asaph, Birch, exactement comme je le pensais. Je l'ai reconnu à ses dents, à celles qui manquaient sur le devant de la mâchoire supérieure. Pour l'amour de Dieu, ne montrez jamais ces blessures à personne. Le corps était déjà très avancé dans la décomposition, mais si jamais j'ai vu la vengeance inscrite sur un visage, ou sur ce qui avait autrefois été un visage, vous savez quel démon il était dès qu'il s'agissait de se venger. Il a ruiné le vieux Raymond 30 ans après leur procès de bornage, et il a écrasé sous son pied le chiot qui avait essayé de le mordre au mois d'août d'il y a 2 ans. C'était le diable incarné, Birch. Je crois que sa rage, sa fureur d'œil pour œil, auraient été capables de vaincre la mort elle-même. Mon Dieu, quelle haine! Je ne voudrais pas qu'elle soit dirigée contre moi. Pourquoi avez-vous fait cela, Birch? C'était une canaille, et je ne vous reproche pas de lui avoir donné un cercueil mis au rebut, mais il fallait toujours que vous alliez beaucoup trop loin. Passe encore que vous ayez voulu économiser sur la caisse d'une manière ou d'une autre, mais vous saviez à quel point le vieux Fenner était petit. Jamais je ne pourrai chasser cette image de mon esprit, aussi longtemps que je vivrai. Vous avez dû donner de terribles coups de pied, car le cercueil d'Asaph était retombé sur le sol. Son crâne était fracassé et tout avait été bouleversé.
J'en ai vu des choses horribles, mais là, il y en avait une de trop. Œil pour œil. Grand Dieu, Birch, vous avez reçu exactement ce que vous méritiez. Le crâne m'a retourné l'estomac, mais ce que j'ai vu ensuite était pire encore. Ses pieds, proprement sectionnés à la hauteur des chevilles, afin que son corps puisse entrer dans le cercueil de Matt Fener que vous aviez mis au rebut.